Ave Internet. Alors je sais, ça fait environ 6 mois que je n'ai pas tourné de nouvelles vidéos, mais bon, j'ai été beaucoup occupé, et puis les jours où j'aurais eu le temps de le faire, et ben malheureusement le temps n'était pas avec moi. Mais aujourd'hui, et ben nous avons un ciel magnifique, donc je me suis dit, c'était l'occasion de sortir. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai acheté une Cadillac Séville. Bon, alors ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un exposé objectif des qualités et des défauts de cette voiture pour vous prouver qu'il faut que vous aussi vous l'achetiez. Non, c'est simplement une démonstration un peu sentimentale, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi cette voiture, pourquoi je l'ai choisie. Et c'est parfaitement subjectif et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure voiture du monde. Même si à mes yeux, elle en est pas loin, mais c'est subjectif, je le répète encore. Squalala, nous sommes partis. Et donc tout a commencé au début des années 90, quand j'étais tout gamin, avec un cadeau qui m'a été offert, je ne sais pas par qui, ni quand exactement ça a été fait, c'était ceci. Une petite voiture majorette, qui représentait une Cadillac Fleetwood Brougham, alors désolé pour mon anglais, version limousine. D'ailleurs, je ne savais pas du tout que c'était une Cadillac à l'époque, même un peu plus tard, puisque c'est simplement marqué limousine dessous. Donc, cette petite bagnole, vraiment, c'était ma préférée de toutes. J'étais fasciné par celle-là. Et j'étais du genre à me dire, quand je serai grand, j'en aurai une. Voilà, et donc, étant moi-même né à la toute fin des années 80, dans mon enfance, j'ai été pas mal biberonné par les séries, les films américains de cette époque, qui montraient beaucoup des voitures de ce style, les voitures des années 70-80, très carrées. Et je sais que tout petit, j'ai toujours beaucoup aimé ces voitures, le style de ces voitures-là. Et je sais que quand j'étais gosse, j'ai jamais été particulièrement passionné par l'automobile en soi. Ça a jamais été une grande passion. Mais j'avais toujours beaucoup de sympathie pour ces voitures carrées, que ce soit les berlines, les coupés, les voitures de police que j'aimais beaucoup, et puis évidemment les limousines. Et je me souviens que quand je devais avoir dans la dizaine d'années, quand j'étais préado, je me disais que la première voiture que j'aurais quand je serais grand, ce serait une Chevrolet Caprice. Parce que ça, je voyais toujours ces voitures, c'était les voitures de flics. Ces voitures, j'adorais le style de ces bagnoles et je voulais que ma première voiture ce soit une Chevrolet Caprice. Alors à l'époque, j'avais pas du tout conscience déjà de la taille de ce genre d'engin, enfin voilà quoi. Et puis finalement, ma première voiture, ça a pas du tout été une Chevrolet Caprice, ça a été un C15, un Citroën C15 diesel. Bon, pour se faire la main, c'était très bien. Et en 2006, après avoir passé mon bac, c'est là que je me suis acheté mon tout premier ordinateur portable. Et avec cet ordinateur, évidemment, des jeux vidéo. Et parmi ces jeux vidéo, le très en vogue à l'époque, GTA San Andreas. Et c'est un peu grâce à ce jeu que j'ai pu redécouvrir ma passion pour les véhicules américains. Et notamment, en plus du fait que le jeu était sur PC, j'ai pu le modder pour installer à la place des véhicules qui étaient déjà dans le jeu, des vrais véhicules existants. Et c'est comme ça que j'ai pu redécouvrir la limousine de mon enfance, découvrir que c'était une Cadillac et qu'elle existait réellement. Et voilà, et j'en suis à nouveau tombé amoureux, j'étais complètement dingue de ce véhicule, à tel point que je m'en suis acheté une grosse miniature de cette voiture. Comme ça, vous pouvez, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Cadillac Fleetwood Brougham, donc, version berline, pas limousine, vraiment magnifique. J'adore l'arrière. Et donc, j'aimais tellement cette voiture dans le jeu GTA que je me suis juré qu'un jour, j'en aurai une. Puis les années ont passé, j'étais pris entre les études, les boulots foireux, donc autant dire que cette petite passion que je pouvais avoir pour les véhicules américains et les Cadillac était remise au second plan. J'avais d'autres préoccupations à l'époque. Puis je crois que c'est en 2013 ou 2014, je sais plus, qu'ils ont sorti GTA V sur PC, que j'ai acheté. Et ça m'a refait un peu plonger dans la passion pour ces véhicules-là. Et quelques années plus tard, je crois que c'est en 2015, ils ont passé pour la première fois le livret A en dessous du 1%. Donc ça commence à dater, maintenant je crois qu'il est à 0,50. Et c'est là que je me suis dit, parce que je commençais à accumuler de l'argent sur mon livret épargne sans rien en faire, et je me suis dit, ça rapporte plus rien, donc
autant se faire plaisir, et c'est là que j'ai commencé à ce que l'idée trotte dans ma tête de me dire tiens, si je m'achetais une Cadillac. Et donc l'année 2015, j'ai quand même écumé pas mal d'annonces sur le Bon Coin, sans que j'ose vraiment jamais passer le pas, puisque bon, étant donné qu'à l'époque j'étais locataire, j'avais une place de parking souterrain, mais bon, c'était pas la panacée, on va dire. Et donc j'ai jamais passé le cap, j'ai jamais osé passer le cap seul à cette époque. Puis vint l'année 2016, qui fut une année de grand bouleversement dans ma vie, puisque je suis tombé amoureux, tombé complètement fou amoureux d'une femme dont j'étais persuadé qu'elle était la femme de ma vie. Et on s'est donc mis ensemble, et assez rapidement, peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, on s'est mis en tête d'acheter un appartement, qu'on a trouvé assez vite, et on a signé les papiers fin 2016. Et cet appartement était vendu avec un garage. Et donc ma compagne de l'époque, qui est désormais mon ex, qui connaissait ma passion pour les véhicules Cadillac, m'a dit évite de dépenser tout ton apport, garde-en un peu de côté, et poursuis tes rêves, cherche-toi une Cadillac. Mais le petit problème, c'est que le garage ne faisait que 5,25 m de long, ce qui est malheureusement trop petit pour accueillir une Fleetwood Brougham qui, de mémoire, mesure dans les 5,50 m, 5,60 m de long. Alors il a fallu que je me rabatte sur un modèle plus petit, donc sur les Séville évidemment. Alors dans ma tête j'aimais bien la première génération et la deuxième, la troisième c'était mort, la troisième un style beaucoup trop moderne pour moi. Alors le petit problème avec la première génération, c'est que j'aime pas trop la face avant. J'adore l'arrière de la première génération, mais la face avant, je suis pas fan. Et sur la deuxième génération, la Muscleback, donc celle-là, c'était le cul que j'aimais pas trop, comme beaucoup de gens d'ailleurs, comme la plupart des gens qui n'aiment pas cette voiture, et c'est l'arrière. L'arrière me gênait un peu, j'adorais l'avant, mais l'arrière me gênait un peu. Et puis, fin 2016, donc juste avant qu'on signe les papiers de l'appart, je suis tombé sur l'annonce de cette voiture. Et j'ai été séduit immédiatement dès que je l'ai vue. Alors on a contacté le vendeur, et assez vite nous a répondu, et on a pu aller la voir en janvier 2017 de mémoire. Et ce qui est marrant, c'est que la voiture se trouvait à Souppes-sur-Loing, qui est une petite bourgade au sud de Paris, vers Montargis. Et la raison pour laquelle je dis que c'est marrant, c'est parce qu'en fait mon grand-père était chef de gare, et il a été chef de cette gare à une époque. Voilà, petite anecdote. Et voilà donc ce sur quoi nous sommes tombés en sortant de la gare de Souppes-sur-Loing. Alors ce que j'ai vu en premier, c'est son nez. Et ce qui m'a le plus frappé, parce que je m'y attendais pas, c'est la taille de la voiture. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse, alors que sur le papier, je savais qu'elle faisait 5,20 m. Mais quand on la voit en vrai, ça impressionne. Alors pour être honnête, elle n'était pas tout à fait dans cet état-là. Alors déjà, comme vous pouvez le remarquer, il y a un léger défaut, hein, un petit bout de caoutchouc s'est détaché du pare-choc avant, il faudrait que je le recolle, donc ça traîne depuis un certain temps, mais avec le froid, je préfère pas trop le faire. Enfin bon, ce sera fait un de ces jours. Les enjoliveurs aussi sont différents. Alors je crois que sur ma vidéo de présentation, j'avais encore les enjoliveurs à rayons qui sont rangés. J'ai mis ceux-là à la place et j'alterne de temps en temps, à peu près tous les ans je change. Un coup je mets ceux-là, un coup je mets ceux à rayons. J'aime bien les deux et puis voilà quoi, ça lui change un peu son look. Il faut dire aussi que quand on l'a vue, quand on est allé la voir, elle était super crade. Le propriétaire ne l'avait pas nettoyée. Ce qui est un peu dommage, et ce qui a fait qu'il y a quelques petits défauts de carrosserie qui n'ont pas pu être visibles. Hein. Bon, rien de très méchant, hein, mais disons que la chose la plus grosse qui a été complètement masquée, c'est cette... je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais ouais, ça se voit à peine, mais il y a une trace sur la carrosserie qui n'est pas très très belle. Et il faut dire aussi que les parties plastiques à l'arrière, ce qu'ils appellent les bumper fillers, je ne sais pas si mon accent est très beau, toutes ces parties là, hein, ça c'est pas de la tôle, c'est du plastique. Elles étaient très abîmées, donc j'ai pu les refaire grâce au voisin de mes parents qui est un ancien carrossier et qui l'a fait bénévolement pour moi. J'ai juste eu à payer le plastique de remplacement et la peinture, donc un grand merci à lui, parce que si j'ai un carrossier, je pense que ça aurait coûté beaucoup plus cher. Voilà, et puis comme vous pouvez le noter, bon là c'est pas les plaques d'immatriculation normales, hein, bien sûr. Ça c'est des trucs que j'avais achetés pour pouvoir les mettre pendant des rassemblements. Alors bon, malheureusement cette année les rassemblements ça a été un peu mort. Mais voilà, ça ce sera pour la prochaine fois, parce que bien sûr sur la route il faut mieux éviter de rouler avec ça, parce que si jamais les flics vous attrapent, vous êtes bon pour une sacrée amende, hein, parce que c'est totalement illégal. Alors cette plaque là c'est une référence à Saul Goodman de Breaking Bad, je pense que vous l'aurez compris.
Et les plaques à l'avant sont plus classiques, hein. En général c'est ce qu'ils mettaient chez les concessionnaires quand ils les vendaient, en attendant d'avoir des vraies plaques. C'est également ce que peuvent faire les Américains dans certains états où les plaques à l'avant ne sont pas obligatoires. Donc plutôt que de laisser quelque chose d'assez laid, un gros bout de métal où est censé se fixer la plaque, et ben ils mettent ce genre de plaque, ce qui est quand même plus élégant. L'autre petit détail qui n'était pas présent, c'est ce petit thermomètre en option qui se situe sous le rétroviseur. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté, que j'ai fait mettre, c'est vraiment gadget, ça ne sert complètement à rien. Mais voilà, comme c'était une option qui n'était pas sur ma voiture, bah, j'ai voulu l'avoir hein, pour lui donner un peu une petite valeur supplémentaire. Voilà, et quand nous sommes allés la voir, donc le vendeur me l'a fait essayer. Alors je crois que de ma vie, j'ai jamais conduit aussi prudemment. Alors bon, comme j'avais pas vraiment de référence, je l'ai pas vraiment poussé, hein, j'ai pas vraiment fait le fou avec, donc je peux pas vraiment dire que j'étais armé pour savoir s'il fallait ou non l'acheter, si elle était en bon état ou pas. D'ailleurs je précise qu'à l'époque j'étais vraiment novice dans la voiture, je n'y connaissais pas grand chose. Alors j'aurais totalement pu me faire avoir, hein, si le moteur avait été mort, j'y aurais vu que du feu. Y a plein de petits défauts que je n'aurais pas pu voir. Mais heureusement pour moi, cette fois-ci je suis tombé sur un vendeur honnête et je l'ai acheté à un prix juste, hein, juste pour l'état dans lequel elle était. Alors il y avait aussi d'autres choses qui ne fonctionnaient pas à l'époque, comme à l'arrière il y a des suspensions pneumatiques qui sont en supplément des suspensions normales et ça ne fonctionnait pas, donc pendant longtemps elle est restée sans, mais là j'ai pu le remettre en état. Alors je sais que certains détestent, mais moi vraiment la roue de secours à l'arrière, la fausse roue de secours, c'est vraiment l'élément supplémentaire qui m'a séduit et qui m'a vraiment donné envie de faire que cette voiture soit mienne. Et donc malgré le fait que je n'y connaissais rien et que j'aurais tout à fait pu me faire avoir, eh bien j'ai quand même décidé de l'acheter, hein, puisque elle m'a quand même fait très bonne impression. Et nous sommes revenus la chercher à Souppes-sur-Loing en février 2007 pour un long trajet de la région parisienne jusqu'à Chambéry. Et donc le trajet de retour fut très éprouvant, on peut dire, hein. Ça a été très long, donc très compliqué, puisqu'il fallait conduire cette voiture qui me paraissait énorme, très étrange à conduire les premières fois. Puis en plus j'avais mon ex sur le siège passager qui était peut-être encore plus stressé que moi et qui me communiquait son stress, donc dur. Et puis en plus pour le retour, au moment d'arriver sur Lyon, j'ai fait la bêtise de ne pas éviter Lyon en passant sur le côté, parce que l'autoroute permet d'éviter Lyon. Et je suis passé en plein sur la rocade de Lyon, en plus en pleine heure de pointe. Donc imaginez quoi le stress du retour. Donc ça a été long, fatigant, stressant, mais on a quand même fini par arriver à bon port, sans problème, sans accident, sans ennui. Et il y a une petite goutte de sueur qui a coulé de mon front au moment où il a fallu la garer dans le garage, parce que bon, on n'était même pas sûr à 100% que le garage soit suffisamment long pour l'accueillir. Et puis finalement c'est rentré, pile poil, mais c'est rentré. Et au tout début que j'ai eu cette voiture, je vais pas vous cacher que j'en menais pas large, hein. Je me suis souvent répété, est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie? Surtout que les premiers temps c'était pas très agréable à conduire, puisque j'avais vraiment peur, quoi. J'avais peur le gabarit m'impressionnait et j'avais peur de faire un accident, de la rayer, etc. Puis en plus au début il m'est arrivé plein de petites merdes, la batterie qui est morte, un phare qui est mort, il y a eu également un coup où un pneu a crevé. J'ai jamais compris pourquoi il avait crevé, mais un jour j'ai voulu la sortir du garage, je trouvais que c'était un peu bizarre, je recule, je sors et je vois le pneu complètement mort. Je sais pas comment ça a pu se passer, je sais pas comment ça est arrivé. Donc autant dire qu'au départ j'en menais pas large, quoi. Alors s'il y a bien une chose dont j'ai complètement oublié de parler lors de ma première vidéo de présentation de cette voiture, c'est bien des sensations de conduite. Alors si je devais retenir qu'un seul mot, ce serait confort. C'est vraiment très confortable, hein. On pourrait croire que pour un véhicule de 84, ça pourrait être, je sais pas, lourd, bruyant, c'est le genre de remarques que j'ai pu entendre de diverses personnes qui connaissaient pas forcément ce genre de véhicule.
Et pas du tout. Bah, déjà la sellerie, les sièges, le cuir, tout ça, on se croirait dans son salon. Alors c'était un des slogans publicitaires de Cadillac à l'époque, hein, qui disait vous installez dans votre salon. Et puis même le reste de la conduite, hein, la direction est surassistée, ça pourrait se conduire avec le doigt, hein, c'est une souplesse incroyable. Après bien sûr ça reste quand même un gros gabarit, même si c'est censé être un mid-size, hein, pour les classifications de l'époque. Je rappelle les dimensions, 5,20 m de long pour 1,80 m de large approximativement, avec un très très long capot. Le capot pose parfois problème dans les petites ruelles où il y a peu de visibilité, ou par exemple quand il faut sortir de chez moi, parce que ça vous enlève... vous pénétrez sur la route, mais vous voyez rien de ce qui se passe, et ça peut être un peu compliqué. Mais en dehors de ce problème-là, non, ça glisse sur la route. Pour les longs voyages, vous êtes bercé, vous auriez presque tendance à vouloir vous endormir. Et puis la présence du régulateur de vitesse aide aussi beaucoup dans les grandes lignes droites. On appuie sur un bouton et puis on s'étale. Bon, bien sûr, il faut faire attention à ne pas s'endormir. Et pour ce qui est de la puissance, alors bien sûr, techniquement, le moteur est sous-motorisé par rapport à ses capacités. Hein. Je rappelle, un 4 litres 1 V8 qui développe théoriquement seulement 135 chevaux de puissance. Alors bon, bien sûr, hein, c'est pas une voiture de course, hein, qui n'a pas été conçue pour. C'est censé être une berline de luxe confortable. Mais pour l'utilisation habituelle, c'est largement suffisant. On n'a pas l'impression de se traîner dans un veau. On peut avoir de très bonnes accélérations, surtout au démarrage. Alors bon, le 0 à 100, elle le fait, je sais pas, en une dizaine de secondes, je crois, un petit peu moins, je me souviens plus. Mais bon, c'est largement suffisant, hein. Aucun problème à atteindre les 130 sur l'autoroute. Alors j'ai jamais essayé de la faire aller à sa puissance maximale, alors j'ai aucune idée de jusqu'à combien elle peut aller. Mais bon, c'est pas fait pour, donc voilà, c'est largement satisfaisant. Un élément aussi dont je n'ai pas parlé, c'est le confort auditif. Alors là, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais le moteur est très silencieux. On l'entend très peu, et le véhicule est très bien insonorisé. Donc bon, là je parle, je roule, donc forcément on entend un peu le moteur. Mais si par exemple je mettais de la musique, bah, la musique masque complètement le bruit du moteur. À tel point, pour vous dire qu'au tout début que j'avais cette voiture, elle avait un léger problème de ralenti moteur, ce qui fait qu'il lui arrivait parfois de caler quand elle était à froid ou pendant plein d'occasions diverses et variées à l'arrêt. Et quand j'avais la musique que j'écoute souvent assez fort, bah, je me rendais même pas compte que la voiture avait calé. Donc véhicule très bien insonorisé. La boîte de vitesse automatique également est très très souple. Bon, les rapports sont presque imperceptibles. Donc ça ajoute encore au confort de conduite, hein, de la voiture. Et vers la fin de l'été 2017, mon couple a fini par s'effondrer malheureusement. Donc on s'est séparés évidemment. J'ai quand même pu conserver l'appartement et la voiture, heureusement. La voiture qui était un peu un pansement, je pense, hein, qui m'a aidé psychologiquement à surmonter cette séparation, qui a été très douloureuse pour moi. Et voilà, depuis elle a fait son petit bonhomme de chemin, j'ai commencé à m'en servir de plus en plus souvent, à la maîtriser vraiment, à la conduire comme si c'était une seconde peau presque. Et finalement, tout ce que je peux dire, c'est que j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir cette voiture. J'espère que j'aurai jamais à la vendre. J'espère que je vais pouvoir la conserver dans un bel état tout le long de ma vie. Et puis pourquoi pas la léguer à mes enfants, même si avec cet avenir un peu incertain et puis toutes ces mesures que le gouvernement prend contre les véhicules anciens, je sais pas si ce sera possible, mais bon, on va essayer de continuer un petit bonhomme de chemin long avec cette voiture en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'oubliez pas, roulez en ancienne!
Mais bon, bah, j'ai été beaucoup occupé et puis à chaque fois que je voulais essayer d'en tourner une, ok merci.